Ravi de vous retrouver à la présentation de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Élection législative, l'idée d'une liste commune de plus en plus agitée au sein de l'opposition. Déthié Fall, vice-président du parti Rewmi, approuve. Idem pour les analystes politiques Mamadou Sy Albert et Mamadou Thior. Ils conseillent à l'opposition de taire les querelles intestines et de prôner l'unification pour l'atteinte de leurs objectifs. Rufisque, tension entre les jeunes de l'Alliance pour la République et la municipalité. Les jeunes de l'Arc déplorent une gestion gabégique au niveau de la mairie. Des allégations réfutées par l'équipe municipale qui parle d'accusations fallacieuses et inopportunes. La France soutient la CEDEAO dans sa recherche d'une solution pacifique à la crise gambienne. En visite à la mairie de Guédiawaye, Christophe Bigot, ambassadeur de France, a plaidé pour une transmission apaisée du pouvoir entre Jammeh et Barrow. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Fin d'une longue cavale pour des voleurs de bétail qui semaient la panique dans la région de Louga. 12 individus au total ont été pris la main dans le sac par les gendarmes. Actuellement en garde à vue, ils seront livrés au procureur prochainement. Et puis nos Gaïnés sont arrivés en terre gabonaise. Ils ont été accueillis chaleureusement à Bangoville. Les Lions feront face aux Aigles de Carthage. Ce sera ce dimanche à 19 h. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous. Élection législative, l'idée d'une liste commune pour l'opposition de plus en plus agitée par certains leaders. De l'avis du vice-président du parti Rewmi, eh bien c'est l'idéal. Déthié Fall affirme qu'ils y travaillent. Interrogé également par la rédaction, les deux analystes politiques que sont Mamadou Thior et Mamadou Sy Albert conseillent aux membres de l'opposition de taire les querelles et aller ensemble pour leur intérêt. Al-Hassan Ba les a rencontrés. Reportage. Une liste commune pour l'opposition, le vice-président de Rewmi est partant. C'est ça effectivement l'idéal parce que c'est l'esprit de ces élections législatives qui nous le dicte. Parce qu'en vérité, il ne s'agit pas seulement d'élire des députés, d'avoir des députés présents à l'Assemblée nationale, mais il s'agit également d'avoir une majorité dans cette Assemblée-là. Et le système Rawgadou ne privilégie pas la multitude des listes. Lecture de ces deux analystes politiques sur la faisabilité. Je crois qu'à priori, il y a quand même des divergences qui n'ont pas réellement vidé entre le Parti démocratique sénégalais, qui est le parti défait en 2012, et certains partis qui sont aujourd'hui dans l'opposition, notamment Rewmi. En prenant même l'exemple de Benno Bokk Yakaar, lors des dernières législatives, vous avez vu, ils ont pu s'accorder sur une liste commune et ont raflé presque la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça a été même un raz-de-marée, plus de 100 députés sur les 150. C'est vous dire donc aujourd'hui, si l'opposition veut renverser la tendance, forcément, il faudra taire les égos et s'entendre. Des difficultés vont se présenter, mais le mieux pour l'opposition, c'est d'unir ses forces pour faire face à Benno Bokk Yakaar. S'ils sont ambitieux, les leaders de l'opposition ne visent pas l'Assemblée nationale. J'imagine qu'ils veulent prendre la succession du président Macky Sall. Donc être tête de liste, certes, ça peut donner de la visibilité, mais ça ne doit pas amener des querelles de personnes entre les leaders de l'opposition. Ils peuvent faire en sorte qu'une personnalité consensuelle actuellement et qui est un leader actuellement, qu'ils puissent s'accorder sur cette personnalité-là. Objectivement, s'ils regardent le poids des uns et des autres dans les départements et dans les communes,
nécessairement, il faut qu'il trouve un compromis au niveau de la liste nationale. Parce qu'aucun d'eux n'émerge comme leader national aujourd'hui qui a le charisme d'un Abdoulaye Wade. Ce sont des choses possibles, mais nous travaillons pour que ça ne soit pas le cas. Et jusqu'au moment où je vous parle, nous avons au niveau de l'opposition des leaders conscients de leurs responsabilités face à l'histoire. Pour la consolidation de notre démocratie, Mamadou Thior préconise les listes proportionnelles pour les législatives. À Rufisque, tension entre les jeunes de l'Alliance pour la République et la municipalité. Les jeunes fustigent la gestion de l'actuelle équipe municipale de Rufisque. Ils parlent d'une soixantaine de conseillers municipaux spéciaux payés à ne rien faire, qui sont donc à la solde du contribuable. Ils invitent l'État à travers ses services compétents à regarder de plus près ce qui se passe au niveau de cette mairie. Mbaïlaï est le porte-parole du jour avec Ousseynou Thiam Beradiagne. La lecture que nous faisons par rapport à ce qui est en train de faire par cette équipe municipale, c'est tout simplement une gestion nébuleuse. Par exemple, le fait qu'on paye des conseillers municipaux à ne rien faire, c'est quelque chose de déplorable. Cet argent qu'on utilise pour payer ces conseillers, et on les paye à hauteur de 300 000 à 500 000 francs par mois, cet argent-là pouvait être utilisé à d'autres fins parce que le Rufisque en a besoin. Bon, ils sont 60 conseillers à percevoir chaque fin du mois un salaire de 300 à 500 000 francs. Ils sont les deux à la fois. Ils sont des conseillers municipaux en même temps des conseils spéciaux, ce qui est anormal. Nous interpellons l'État par rapport à cette situation parce que c'est anormal. Comment un conseiller municipal peut être payé? Ça, c'est interdit par la loi. S'ils le font, c'est parce qu'ils ont foulé au pied les lois de la République. Et du côté de l'équipe municipale, la réponse ne s'est pas fait attendre. La municipalité de Rufisque parle d'accusations fallacieuses, inopportunes des jeunes de l'Alliance de la République et de la citoyenneté. De l'avis de son chargé de communication, le maire n'a recruté que 9 conseillers spéciaux compétents qui font d'excellents résultats. Nous écoutons à présent Moussa Gueye, c'est le chargé de communication de la mairie. Il est toujours au micro de Seynou Thiam et Beradiagne. Il n'y a pas ici 60 conseils spéciaux. Nous avons juste 9 conseils spéciaux, mais des conseils spéciaux qui sont, n'est-ce pas, compétents dans des domaines aussi pointus que la fiscalité. On a remarqué que beaucoup, n'est-ce pas, d'entreprises, de grosses, n'est-ce pas, comme de moyennes ou bien de petites, bluffent, trichent avec le fisc. Il nous faut donc la compétence de gens, n'est-ce pas, aguerris, n'est-ce pas, dans ces métiers de fiscalité pour nous trouver, n'est-ce pas, les niches, n'est-ce pas, qui cachent, n'est-ce pas, l'argent de la ville de fisc et les récupérer. Mais donc, quand on me parle de 60 conseillers, moi, j'en suis ahuri parce qu'il n'y a pas ici 60 conseillers. Je défie ceux qui l'ont dit de nous donner, n'est-ce pas, la preuve, n'est-ce pas, de l'existence de ce nombre-là. Je vous le disais en titre, la CEDEAO peut compter sur le soutien de la France dans la recherche de solutions à la crise post-électorale en Gambie. En visite à la mairie de Guédiawaye, l'ambassadeur de France, Christophe Bigot, a demandé au président Yaya Jammeh de prendre une décision sage pour une transmission apaisée du pouvoir entre lui et Adama Barrow. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot. Il est au micro de Salif Sow. Rester dans sa réaction initiale qui était de reconnaître sa défaite et de préparer la transition avec le président élu Adama Barrow. Donc le président nigérian va rendre visite au président Jammeh et venir avec, je pense, tous les arguments nécessaires pour convaincre le président Jammeh de prendre les bonnes décisions. Nous nous appuyons pleinement les initiatives et la médiation de la CEDEAO. Nous pensons que c'est très important que les résultats démocratiques qui ont été acquis en Gambie soient préservés. C'est important pour la Gambie, c'est important pour le Sénégal et c'est important pour toute l'Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique aujourd'hui regarde ce qui se passe en Gambie. La Gambie peut être un modèle et donc nous allons accompagner, soutenir toutes les initiatives qui seront prises dans le cadre de la CEDEAO. Nous restons sur ce sujet. Si toutefois Yaya Jammeh a accepté aujourd'hui de revenir à de meilleurs sentiments en cédant le pouvoir à Adama Barrow dans la paix, eh bien l'asile politique lui est accordé d'office par le Nigeria. Information qui vient de nous parvenir, information diffusée sur le site BBC. La Chambre du Parlement nigérien a voté une motion promettant donc à Yaya Jammeh une retraite paisible au Nigeria et nous n'excluons pas d'y revenir certainement dans
dans nos prochaines éditions. La brigade mixte de la gendarmerie de Louga a mis la main sur une bande de malfaiteurs. Il s'agit entre autres de 12 individus arrêtés pour vol de bétail suite à des investigations menées par le commandant Amar Diouf et ses hommes. Ces voleurs ont été pris la main dans le sac avec en possession 30 moutons, 2 bœufs, 6 chèvres et 2 véhicules servant de moyens de transport. Les mises en cause ont été placées en garde à vue à la gendarmerie de Louga. Ils feront face très prochainement au procureur de la République extrait du commandant Amar Diouf, chef brigade mixte de la gendarmerie de Louga, au micro de nos correspondants. Le 7 janvier 2017, à 6 heures, un renseignement faisant état de la présence suspecte d'un individu conduisant 4 moutons au quartier Médina Salam dans la commune de Louga nous est parvenu. Un transport a été effectué sur les lieux et l'enquête qui s'en est suivie a révélé qu'il s'agissait de bêtes volées. L'individu a été appréhendé et conduit à la brigade avec les 4 moutons. La poursuite de l'enquête nous a permis de savoir dès les premières heures que nous avions affaire à une bande organisée et spécialisée dans le vol de bétail. Les investigations menées à Louga et à Dakar, précisément à Guédiawaye et à la rue 6 de la Médina, nous ont permis de mettre la main sur les autres membres de la bande et le produit de leur forfait. Et de Louga, nous mettons cap sur Kolda pour parler de l'installation du nouveau commandant de la zone militaire de Kolda. Il a été installé donc par le chef d'état-major général des forces armées, le général Cherguey. En marge de cette cérémonie, le nouveau commandant de la zone militaire numéro 6 de Kolda a déclaré qu'il allait continuer à sécuriser les frontières autant que faire se peut et quelles que soient les circonstances. Et pour cause, c'est la mission régalienne de l'armée sénégalaise que d'assurer la sécurité des populations. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Abdoulaye Diallo. C'est dans cette ambiance purement militaire que le commandant de la zone militaire numéro 6 de Kolda a été installé dans ses nouvelles fonctions par le tout nouveau chef d'état-major général des forces armées, le général Cherguey. Officiers, sous-officiers, militaires de rang de la zone militaire numéro 6, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel Philippe Dia, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'observation des lois, l'exécution des règlements militaires et le succès. Le nouveau commandant de la zone militaire numéro 6 a pris fonction dans un contexte particulier lié aux agitations en Gambie, si l'on sait que les régions de Kolda et de Sédhiou, polarisées par sa zone militaire, sont frontalières à la Gambie. Pour ce qui est de la zone militaire numéro 6, comme de toutes les zones limitrophes de la Gambie, nous continuons à exercer le travail que nous faisons depuis plus de 2 décennies. Donc la mission, la zone 7 a été créée il y a 20 ans et j'en profite pour rendre un vibrant hommage à nos illustres prédécesseurs. Je crois que la mission n'a pas changé et nous continuerons de sécuriser nos frontières autant que faire se peut, quel que soit le contexte qui prévaut dans les pays limitrophes. Pour ce qui est de ce cas spécifique, nous attendons, comme tout le monde, nous sommes membres de la communauté internationale et nous suivons ces développements et nous sommes prêts, comme nous l'étions hier, avant que la Gambie ne commence à s'agiter. Il faut rappeler que le colonel Philippe Dia a remplacé à ce poste le colonel Mamadou Gaye, que les Koldois n'oublieront pas de sitôt. Le colonel sortant du Comzone de Kolda avait su faire du concept armée-nation son cheval de bataille. De meilleures conditions de vie, c'est ce que réclament les chefs religieux de Saré Diaoné. Saré Diaoné se trouve dans la région de Sédhiou et fait face à un manque criard d'eau potable, mais aussi d'infrastructures sociales de base. Bakary Konté, Salassan nous en disent un peu plus dans ce reportage. Beaucoup d'enfants dans le Kabada n'ont pas d'extrait de naissance. Nous demandons au président de la République et le maire de la commune de faciliter aux talibés l'obtention des extraits de naissance. El Haj Biran Diallo a créé son dara à Saré Diaoumé pour encadrer ses enfants.
Le président Macky Sall nous demande de cultiver et en même temps enseigner les talibés. C'est pourquoi nous avons quitté Dakar pour venir ici dans la campagne, créer notre dara et éduquer les enfants. Nous sollicitons l'aide du président de la République. Saré Diaoumé souffre d'un manque criard. On n'a pas de route ni de forage. Nous voulons travailler, mais l'eau nous manque. On n'a pas d'électricité, mais on se débrouille avec les panneaux solaires. Nous réclamons un poste de santé. Nous lançons un appel aux autorités administratives. Nous voulons aussi une école française. Nous sollicitons l'appui du sous-préfet. Le chef religieux sollicite aussi. Nous lançons un appel au président Macky Sall de nous faciliter à avoir de l'engrais et du matériel. Nous voulons cultiver, mais les moyens nous manquent. El Hadj Biram Diallo s'est exprimé à l'occasion de la conférence sur l'éducation des enfants et l'ouverture de son dara. Nous quittons le sud pour le nord du pays. Le président du conseil d'administration de l'IPRES, Racine Sy, en tournée dans le nord du pays pour rencontrer les retraités, a lancé un message. Il a annoncé la défiscalisation prochaine des pensions de retraite. Racine Sy déclare que c'est dans le cadre du soutien que le chef de l'État a entamé pour accompagner les retraités du Sénégal. Nous l'écoutons au micro de Seynou Diop et Ayub Seck. J'ai également apporté une bonne nouvelle à nos braves retraités de Saint-Louis. C'est que le chef de l'État, sollicité dans ce sens par le conseil d'administration, a décidé, avec date d'effet 1er janvier 2017, qu'aucune pension de l'IPRES ne ferait plus l'objet dorénavant de prélèvements sur le plan fiscal. Il en est de même de tous les placements que l'institution aura à faire sur les places financières. Il est donc important de remercier le président de la République, le président Macky Sall, pour cette décision courageuse qui redonne de l'espoir et qui met du baume sur le cœur de nos braves retraités. Le problème qui se posait était celui de la revalorisation des pensions. L'IPRES n'a pas occulté cet aspect du problème et a entamé au cours de ces 4 dernières années des augmentations qui atteignent un pic de 40% de la pension. Éducation à présent, l'heure est au bilan pour le paquet. Souvenez-vous, ce programme lié à l'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence a remplacé le défunt PDF, programme décennal de l'éducation et de la formation. Aujourd'hui, il a à son acquis 3 années d'expérimentation. L'heure est donc venue d'évaluer ce programme, le paquet. Les acteurs se sont donc ainsi retrouvés dans une salle pour le faire et de nombreux syndicalistes ont jugé que des corrections devaient être apportées dans le paquet. Aminata Mbaresso, Léa Niafouna. 2013, année de la mise en place du paquet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans le système éducatif, une nouvelle feuille de route instaurée par le nouveau régime pour remplacer le PDF, programme décennal de l'éducation et de la formation. Le maximum qu'on a recruté de vacataires une année, c'était 300 vacataires et ça c'était pour donner droit un peu aux sortants de la FACEF formation payante. Sinon, tous les enseignants qui sont recrutés au niveau du moyen secondaire, ce sont des enseignants qui ont subi une formation au niveau de la FASTEF. Donc des enseignants qui ont été formés pour enseigner. Il faudrait qu'on prenne en compte le ratio enseignant-élève pour également améliorer la qualité des enseignements apprentissages. Aujourd'hui, les effectifs pédagogiques qui sont dans le système éducatif contrastent avec les ambitions du paquet. Avant, on pouvait avoir des années où près de 2000 ou 3000 vacataires étaient recrutés sans formation pédagogique qu'on injectait dans les classes. 3 années d'expérimentation, de nouvelles orientations, notamment le relèvement du niveau de recrutement des élèves maîtres. En ce qui concerne la qualité de l'enseignant, depuis la mise en œuvre du paquet, nous avons relevé le niveau de recrutement des enseignants de l'élémentaire. Ils ne sont plus recrutés à partir du brevet de fin d'études moyennes, mais à partir du baccalauréat. Mais il faut dire que le principal problème, c'est le nombre très limité d'élèves maîtres
ou d'élèves professeurs recrutés qui font qu'aujourd'hui, le gouvernement a tendance à recruter pour remplacer les départs à la retraite. Dans la mise en œuvre du paquet, près de 8 milliards de francs CFA ont été financés pour l'achat de manuels correspondant au nouveau curriculum. Le ministre de l'Éducation nationale a également rappelé les efforts pour la mise en place ou pour la construction de nouveaux blocs scientifiques et techniques pour encourager les matières scientifiques. Hors de chez nous en France, pour être plus précise, les résidents du foyer d'émigrés de Boulogne-Billancourt ont battu le pavé avec plusieurs centaines de manifestants. Sénateurs, syndicalistes, associations des droits de l'homme et riverains du foyer ont pris part à cette manifestation pour dénoncer l'incendie criminel du 16 décembre 2016, mais aussi le mauvais traitement qui sévit dans les foyers d'émigrés. Le maire de Boulogne-Billancourt, pour sa part, n'a pas reçu les manifestants. Quant aux autorités sénégalaises, eh bien, elles ont brillé par leur absence, nous dit Ibrahima Kamara, notre correspondant à Paris. Reportage. Les résidents du foyer Boulogne-Billancourt, rejoints par leurs compatriotes des autres foyers de l'île Savoir, Fort-de-Vaux, Gennevilliers, Saint-Just, Quai de la Gare ou Chevaleret ont battu le macadam. Aujourd'hui, on est dans la rue de Boulogne pour demander la justice. Donc c'est pour cela que les collectifs du COPAF, du DAL, qui sont venus nous défendre. Donc aujourd'hui, nous sommes qu'il y a beaucoup de racisme en France. Donc nous ne voulons pas ça. Nous voulons que la justice soit faite aujourd'hui. La rue nationale à la mairie de Boulogne-Billancourt où 1 minute de silence a été observée à la mémoire de la victime de l'incendie, Foussénou Traoré. Le maire de Boulogne-Billancourt n'a pas voulu recevoir les manifestants. Oui, à la vie d'un immigré, Fousséni Traoré, qu'on a affaire Koalia, qu'on a affaire monsieur le maire de Boulogne, la honte au maire de Boulogne. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une information judiciaire qui soit ouverte et qu'il n'y ait pas que la police qui enquête. Alors pour ça, il faut mener le combat. Des riverains, associations de défense des droits de l'homme et syndicalistes ont pris part à la manifestation. Il faut qu'il y ait une rénovation de ce foyer, que le gestionnaire organise des travaux pour que les personnes puissent vivre dans de bonnes conditions. Il y en a marre, quoi. On ne peut pas rester insensible à ce genre de choses, quoi. Ces immigrés qui, pour la plupart, sont des agents de la mairie de Boulogne-Billancourt, ne baissent pas les bras et comptent remettre ça dans les prochaines semaines. Retour chez nous pour parler culture à présent. Vernissage hier de l'exposition d'art plastique La Palette 2, initiée par la télévision Futur Média. Le thème souvenir en hommage justement aux artistes ayant déjà participé dans cette émission qui donne du souffle à la vie culturelle. Une cinquantaine de tableaux ont été exposés dans le beau cadre du monument de la Renaissance. C'était en présence de Mambiram Diouf et Mardian. GFM à l'œuvre à travers ces tableaux aux détails pittoresques du charme qui s'y dégage, les créateurs, la plupart ayant fait leur preuve à travers l'émission La Palette 2, une production de la TFM, les autres annoncés en grande pompe pour la reprise de cette émission dimanche après une pause de 3 ans. Des formes, des couleurs, des espaces qui en disent long sur ces chefs-d'œuvre. Là, j'ai voulu parler de... C'est une scène quotidienne, une scène de la vie quotidienne au Sénégal. C'est juste pour montrer, pour dire aux gens, c'est pas l'appel d'y aller émigrer à l'extérieur, c'est mieux de rester ici et travailler pour s'en sortir au lieu d'aller se faire tuer dans la mer. C'est la première fois. Vous savez, c'est la première Sénégalaise à être la première dame, comme on peut le dire. C'est pourquoi nous lui rendons hommage. Et je remercie également le groupe GFM qui fait tout pour faire connaître les artistes à travers leur œuvre. Souvenir, sujet au centre de cette exposition, démarré le 9 janvier pour se rappeler ces artistes et leur dire merci pour leur contribution. Félicitations également à l'initiateur, le groupe GFM, pour son apport dans la construction, la conservation et la promotion des œuvres d'art. On a là vraiment, disons, le rassemblement de plusieurs émissions qui ont été montées pendant 3 ou 4 ans. Nous souhaitons que cela ait des résultats porteurs pour les artistes. Proche collaborateur du concepteur et du réalisateur de cette émission, La Palette 2, Yaya Diallo,
Djibi, séduit par ces tableaux, nous dit ceci. A su regrouper ce que comptait le Sénégal de meilleurs en tant qu'artiste. Il y a eu de grands talents qui sont passés, certains connus. Je veux parler de Kalidou Kassé, il y en a eu d'autres, mais il y a eu aussi surtout des talents qui n'étaient pas forcément connus et qui, grâce à la palette 2, ont su aussi montrer tout leur savoir-faire. Le 15 de ce mois sera clôturée cette exposition d'une 50aine de tableaux et qui réunit près de 30 artistes plasticiens. Voilà le groupe Futur Média qui se distingue dans le partenariat public-privé pour la promotion des arts, ce dont se félicite l'administrateur du Monument de la Renaissance, M. Racine Senghor, qui trouve que l'entreprise aussi y gagne en dynamisme, mais aussi en image. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont toujours recueillis par Mame Biram Diouf et Mardien. Nous sommes convaincus que la promotion des artistes et de l'art passe aussi par un partenariat entre le public et le privé, entre les mécènes, entre les groupes de médias, les acteurs culturels et le ministère lui-même. Il faut qu'il y ait cette rencontre pour que nous puissions ensemble promouvoir l'art. C'est vrai que les artistes, c'est aussi des entrepreneurs privés. Ils travaillent avec le ministère et ils produisent. Mais ces produits, le souci du ministère, c'est que cela puisse aller dans la direction d'une véritable production industrielle. L'entreprise gagne beaucoup. D'abord, c'est très beau. Je pense en termes d'audimat, déjà, on peut avoir un public assez spécial, assez important. Mais au-delà de ça, les entreprises médias sont par définition des médiateurs. Donc ils font de la médiation. Ici, c'est de l'esprit spécial de sa médiation. Actualité sportive directe au Gabon. L'équipe nationale du Sénégal est arrivée en terre gabonaise. Vous le voyez sur ces images. À 3 jours de leur premier match à la CAN 2017, les Lions ont été chaleureusement accueillis à Bongoville. Ils feront face aux Tunisiens. Ce sera ce dimanche à partir de 19h et ça se déroulera à Franceville. Le sélectionneur national des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, est satisfait de la préparation de son équipe victorieuse de ces 2 matchs amicaux. Le coach nous apprend également qu'il est sûr de pouvoir compter sur la participation des 23 Lions qui sont tous aptes, selon lui, à jouer ce dimanche. Nous écoutons Aliou Cissé au micro de nos confrères de la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de foot. Aujourd'hui, je suis satisfait parce qu'après pratiquement une semaine de stage ici, il n'y a pas eu de blessés. Les conditions étaient bonnes. Donc on a pu travailler athlétiquement. On a disputé 2 matchs qu'on a gagnés aussi. Donc si vous voulez, les 23 joueurs aujourd'hui sont acquis pour préparer justement ce match contre la Tunisie. Oui, je vous l'ai dit, les ambitions du Sénégal, c'est les mêmes ambitions que les 16 équipes réunies, en tout cas au Gabon. C'est-à-dire aller le plus loin, gagner. Donc vous savez, les 16 équipes qui vont là-bas, ils ne vont pas là-bas pour perdre. Ils vont tous pour gagner. Je l'ai dit, beaucoup de gens nous mettent favoris. Moi, je dirais que, et je le répète, qui veulent l'entendre, mais nous pourrons être un bon outsider. Une CAN ne se gagne pas avec 11 joueurs ou avec 14 joueurs. Une CAN se gagne avec 23 joueurs. Donc aujourd'hui, ces 2 matchs m'ont permis, si vous voulez, de faire entrer des joueurs, de faire commencer des joueurs. D'autres ont été sur le banc. Ça m'a permis aussi de décaler d'autres joueurs dans d'autres positions. Donc tout ça, je pense que c'est bénéfique. Allez, découverte à présent dans cette page des sports, mais toujours à propos de la CAN. C'est le plus grand adversaire du Sénégal dans le groupe B de la CAN Gabon 2017. L'Algérie qui compte comme favori de cette compétition, championne d'Afrique il y a 27 ans. La Banda Riyad Mahrez, ballon d'or africain de cette année 2016 et candidate déclarée au titre cette année. Faisons plus connaissance avec cette sélection. C'est avec Chersali Boudjara et Ibou Diouf. Déjà sacrée en 1990, l'Algérie rêve de soulever le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations à nouveau. Ainsi au Gabon 2017 pour leur 17e participation à une phase finale de la CAN. Les Fennecs font partie des favoris. Néanmoins, sortie première d'un groupe G pas terrible, l'Algérie affiche moins de certitude qu'à la CAN 2015 où elle s'était arrêtée en quart de finale perdue devant la Côte d'Ivoire.
la faute à l'arrivée d'un nouveau sélectionneur, le Belge Georges Likens, qu'en octobre 2016, l'absence de quelques cadres comme Fegouli à cause de méformes et une défense peu rassurante, des incertitudes qui n'ébranlent pas Georges Likens, le coach qui fait son retour à la tête des Fennecs après son passage en 2003. Habitué à remettre sur les bons rails ses équipes, il peut compter sur l'attaque algérienne, l'une des plus fortes du continent africain. Un compartiment offensif où les pensionnaires se connaissent par cœur et sont capables de dérouter n'importe quelle défense. Le fou follet Ryan Mahrez sera le fer de lance des Fennecs et la grande star à suivre à la CAN en 2017 au Gabon. Artisan du sacre, surprise de Leicester la saison dernière en Premier League, Mahrez a remporté le Ballon d'Or CAF 2016 il y a une semaine. Son défi, remporter le titre continental avec une première mission, sortir du très relevé groupe B où il se retrouve avec le Sénégal, comme à la CAN en 2015. Et autre compétition qui attend très prochainement nos gaynés, eh bien, ce sont les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019 et c'est officiel. Le Sénégal est dans le pool A, dans la poule A plutôt. Il connaît d'ores et déjà ses adversaires, la Guinée équatoriale, le Soudan, le Sao Tomé ou encore Madagascar. La première des 6 journées prévues est déjà programmée entre le 20 et le 28 mars prochain. 20 et 28 mars 2017. Voilà qui met un terme à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Ce sera un week-end certainement très haut en couleur, mais aussi en sport. Nous croisons encore les doigts pour nos Lions. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellent week-end. Au revoir.